Alors, je vais aller assez vite parce que ce sont des choses relativement connues, mais on y reviendra peut-être dans les questions si vous le souhaitez. Mais les principaux constats, c'est donc le fait que le pivot des soins, qu'est le médecin généraliste, est devenu une ressource déficitaire. Il y a une pénurie de médecins, comme d'ailleurs il y a une pénurie de la plupart des professionnels de santé. Alors, on peut identifier beaucoup de causes. C'est toujours un peu consolant de se comparer, comme on dit. Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Mais cette pénurie, elle est valable partout dans le monde. Partout dans le monde, on se pose la question du nombre de médecins. Partout dans le monde, on regrette qu'il n'y ait pas assez d'infirmières. Partout dans le monde, on dit mais il n'y a pas assez de dentistes, de kinésithérapeutes, etc. Donc il y a eu un vrai problème peut-être de prévision, peut-être aussi de compréhension de ce qui se passait. J'ai quelqu'un que je connais bien qui a été longtemps directeur général de la santé. Il disait, je crois que c'est juste, il disait, sans qu'on s'en aperçoive, l'organisation des soins de proximité, la gradation des soins, c'est la troisième grande révolution médicale. Il disait la première révolution médicale, c'est celle de Pasteur. On a découvert les microbes, on a découvert la prophylaxie, etc. La deuxième grande révolution médicale pour lui, c'était les hôpitaux avec des plateformes techniques sophistiquées, c'est les années 60. Et il considère que là, c'est une vraie révolution médicale qui passe un peu inaperçue, mais qui finalement mobilise énormément de changements. Les médecins généralistes sont désormais formés comme des spécialistes, ils passent l'internat, ils sont plus exigeants, ils ont l'habitude de demander des radios, ils ont l'habitude de demander des analyses, ils ont l'habitude de travailler avec d'autres professionnels, et même si c'est difficile à objectiver, la qualité des soins et les modes de travail en équipe ont beaucoup évolué, et là encore, en France, comme dans la plupart des pays. Donc, plus que l'idée qu'on a un peu trop souvent d'une sorte de dégradation, qu'on n'a pas su bien gérer, c'est vrai que par ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec l'un d'entre vous sur les erreurs de prévision. Il y en a eu des terribles. Encore au début des années 2000, on incitait les médecins à partir en retraite plus tôt, alors que quelques années après, on commençait à dire mais non, restez, et maintenant on leur propose de rester beaucoup plus longtemps. Donc il y a eu des erreurs de prévision, mais je ne pense pas que ça soit le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est vraiment qu'on a un peu changé et on est en train de changer, et ça va encore durer quelques années. On est en train de changer la manière de pratiquer les soins en ville. Je ne parle pas de l'hôpital. Donc, le constat quand même, c'est que avec toutes ces évolutions, 6 millions de Français environ n'ont pas de médecin patient traitant. Donc, ils n'ont pas de patients traitants, donc de médecins traitants, pardon. Donc ça veut dire que, alors même qu'on a posé la règle qu'il devait y avoir un médecin traitant qui coordonnait les soins, il n'y a personne pour coordonner. Alors, certes, beaucoup de jeunes entre, on va dire, 25 et 35 ans ou 40 ans ressentent pas trop ce besoin d'avoir un médecin traitant, mais il y a quand même plus de 600 000 personnes qui sont en affection de longue durée, donc des maladies chroniques, qui, elles, n'ont pas de médecin traitant. Donc là, ça devient tout à fait... Et quand on regarde les personnes qui ont des troubles particuliers, comme les personnes avec un trouble psychiatrique, dont on sait qu'elles ont une espérance de vie beaucoup moins longue que la plupart des autres, on s'aperçoit qu'il y a un déficit pour ces personnes de médecins traitants encore beaucoup plus important. Donc on a une situation globale qui est très insatisfaisante en termes de suivi. Et puis on a une situation territoriale, vous repérez là sur la carte l'Ariège, on a une situation territoriale qui est très inégale, et plus on va dans le détail dans une échelle plus grande, enfin plus on va vers les territoires les plus fins, plus l'inégalité devient forte. Donc il y a non seulement un problème global de ressources, mais il y a un problème terrible d'inégalité spatiale. Certains territoires sont extrêmement pénalisés. Donc
tous les secteurs du soin souffrent. Alors on a essayé, nous, ça paraît assez évident, mais on a essayé de faire une typologie des soins dans le rapport de la Cour des comptes. J'avais mis, vous pouvez les trouver, ces deux rapports dont je parlais, ils sont en accès, j'allais dire, libre. Vous tapez le titre du rapport Cour des comptes sur Internet. Et le premier, donc, c'était mieux coordonner les soins, mieux coordonner les interventions des collectivités territoriales pour la santé. Le deuxième, c'est l'organisation des soins de premier recours. Et on a essayé de faire des typologies, les soins programmés, les soins non programmés et ce qu'on appelle les soins d'aller vers. Et chacun de ces segments pose des problèmes particuliers et croissants. Les soins programmés, c'est ceux que on peut, j'allais dire, gérer dans le temps avec ses professionnels, avec notamment le médecin, quelqu'un qui a un diabète stabilisé ou qui a un peu d'hypertension. Il est recommandé d'aller voir son médecin, on va dire tous les 6 mois. Ça dépend un peu des médecins. Certains ont le sentiment qu'il faut voir beaucoup, mais la capacité des médecins, des professionnels installés à accepter de nouveaux patients, à cause de cette charge croissante, est devenue limitée. 2/3 des médecins, dans les chiffres les plus récents, disent refuser de nouveaux patients parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà saturés. Donc, quand on est, j'allais dire, depuis longtemps dans le système de santé, qu'on a un médecin traitant, on peut avoir le sentiment que la situation n'est pas catastrophique, mais en réalité, elle est très pénalisante pour ceux qui arrivent, ou pour ceux qui ont leur médecin qui part en retraite. Moi, j'habite entre Paris et Chartres. À Chartres, les gens, c'est une sorte de... Peut-être c'est le cas aussi en Ariège, je vais vous donner quelques chiffres sur l'Ariège, j'ai regardé, mais à Chartres, les gens passent leur temps à essayer de se dire, est-ce que j'ai mes principaux professionnels de santé à jour? Est-ce que j'ai un médecin traitant? Ils courent pour avoir les médecins traitants. Est-ce que j'ai un dentiste? Ils courent pour avoir un dentiste. Est-ce que j'ai un kiné? Si on n'est pas en réalité enregistré auprès de ces médecins, c'est formalisé pour les médecins généralistes, pas pour les autres, mais en réalité, si on veut avoir à Chartres un rendez-vous avec un dentiste, c'est pas possible si on n'est pas déjà un patient répertorié. Donc l'accès aux soins des nouveaux patients, de ceux qui sont pas déjà insérés dans le système, est devenu extrêmement compliqué et ça génère des situations ubuesques, notamment les accès aux urgences, mais pas seulement, de déplacement. C'est vrai pour les médecins généralistes, c'est vrai encore plus, je n'ai pas détaillé les données pour les spécialistes. Il y a beaucoup de départements où il y a 2 ou 3 dermatologues, parfois même un seul, le cas limite. Vous avez toutes les spécialités souffrent de manière incroyable. Si on veut avoir un neurologue, par exemple, en Eure-et-Loire, le premier rendez-vous qui est donné, c'est au bout de 15 mois. Donc, il y a des gens qui ont un IRM avec des lésions graves, ils doivent absolument voir un spécialiste. On leur dit oui, très bien, dans 15 mois. Ou ils ont des problèmes de rétine avec des choses qui peuvent être graves. On leur dit oui, très bien, mais dans 3 mois. Donc il y a une vraie souffrance, il y a une vraie mise en danger du fait de cette évolution du système de santé qui est un peu saturé par les soins programmés d'abord, mais du coup l'ensemble du système se bloque. Les soins non programmés sont de plus en plus mal assurés par les professionnels généralistes. Ils ont des créneaux, mais ils sont tout de suite saturés. Il y a des systèmes un peu spécialisés qui se mettent en place, mais ils sont saturés. Et ce qui est aussi une mission du système de soins que nous, on n'oublie pas, même si elle est... C'est-à-dire aller vers les populations les plus en danger, les plus précaires, tous ceux qui n'expriment pas forcément le besoin de soins, ils se trouvent également très pénalisés, puisque c'est ces missions-là qui souffrent le plus.
Voilà, donc en termes de santé publique, il n'y a pas d'effet repérable. L'effet repérable, alors j'allais dire ça c'est plutôt les comportements. Pour dire les choses de manière caricaturale, il vaut mieux avoir des problèmes d'accès au médecin traitant et ne pas fumer et ne pas trop boire, plutôt que boire, fumer et avoir un médecin traitant, en termes de santé publique, je veux dire, en termes d'espérance de vie. Donc, quand on regarde, parce que ça a été une des questions posées, il y a des géographes de la santé qui disent oui, oui, regardez, il y a un lien entre la mortalité et puis le taux d'équipement médecin. Ça n'est pas le cas. Peut-être que dans certains pays où il y a vraiment un déficit sur des très très grandes zones, l'effet serait repérable, mais même au niveau international, ça ne se voit pas. Par contre, il y a un ressenti qui est légitimement très critique, et ce que je voulais vous montrer là dans cette enquête, des enquêtes, il y en a énormément, il en sort presque toutes les semaines. Et les résultats sont très différents selon la manière dont on pose la question et à qui on pose la question. Donc ce qui m'intéresse moi dans cette enquête, c'est que c'est une enquête qui est faite depuis plusieurs années avec exactement les mêmes formulations et qui montre une dégradation progressive, relativement légère, mais continue et qui devient quand même un peu inquiétante. Et puis l'autre avantage de cette enquête, c'est qu'elle montre en fait qu'il y a vraiment deux parties de patients. Il y a des gens pour qui tout va très bien, qui ne voient pas le problème, et puis il y a d'autres qui disent mais c'est devenu insupportable. Et c'est aussi du fait de ce que je vous disais, est-ce qu'on est ou non inséré dans un système avec des professionnels qu'on connaît depuis longtemps, ou est-ce qu'on s'est trouvé à un moment ou à un autre sorti, j'allais dire, ce qui devient presque un privilège d'avoir un médecin traitant ou un autre professionnel, et du coup pénalisé par une difficulté d'accès très forte. Alors, vous voyez, les gens ils disent est-ce qu'on est en bonne santé ou pas? L'état de santé perçu reste stable, il n'y a pas d'inquiétude majeure différente sur l'état de santé. Les gens ne disent pas à cause de mon problème d'accès je vais beaucoup plus mal, non. Par contre, ils disent à 51%, ceux qui sont, je vais dire, inclus, ils disent bah oui, tout va très bien, l'accès va bien, c'est en vert. 51 disent c'est positif, et puis 49% disent oui, non, c'est devenu très difficile. Et il y a, pour 49%, c'est quand même énorme, hein, c'est un sondage qui porte sur plus de 2000 personnes, merci. 49% des gens sondés disent on a un sentiment d'exclusion, on a un sentiment d'injustice. Et je pense que quand vous voyez, 55% des gens ont l'impression de vivre dans un désert médical. Alors l'expression, elle est plutôt journalistique, elle n'a pas vraiment un sens administratif, mais c'est quand même important que plus de la moitié des Français se reconnaissent comme vivant dans un désert médical. Et chaque fois qu'on interroge les Français sur leurs principales préoccupations, la première c'est l'emploi, la deuxième c'est l'accès à la santé. Donc c'est devenu, ou autre signal, quand on a analysé l'ensemble des entre guillemets, cahiers de doléances lors de la crise des Gilets jaunes, une des premières préoccupations c'était la santé et l'accès à la santé. Donc c'est ressenti à juste titre comme une injustice inadmissible et indigne de la promesse républicaine. Alors, est-ce que c'est vraiment une question d'effectifs? Est-ce que c'est une question de répartition? Je vous ai mis un tableau parmi bien d'autres possibles sur les effectifs des médecins. Ils continuent à augmenter. Alors, si on prenait simplement les médecins généralistes, il y a une légère décrue. Après, il faut savoir toujours de quoi on parle. Les chiffres, les professionnels de santé qui sont là dans cette salle me comprendront, mais si on prend les remplaçants ou non, si on prend les médecins à exercice particulier ou non, si on prend les médecins juniors ou non, on a à chaque fois des photographies qui bougent un peu, mais en gros, le nombre de médecins n'a pas bougé de manière significative. Par contre, la population, elle a continué à augmenter, et puis surtout, le comportement des médecins a changé, au sens où ils souhaitent, comme la plupart des autres professions, comme d'ailleurs les cadres aussi, d'autres cadres, les médecins sont des cadres
en termes de niveau d'études, ils souhaitent concilier leur vie professionnelle avec leur vie familiale et leur vie personnelle. Donc ils ne font plus 80 heures d'activité par semaine et parfois plus. Ils ne prennent plus leur voiture à 3 heures du matin quand on les appelle, sous la neige, au soleil. À 18 heures, ils ferment leur cabinet et ils mettent un renvoi vers d'autres services. Et quand ils partent en vacances, souvent, quand même, ils pensent à avoir un remplaçant, mais même pas toujours. Parfois, simplement, ils disent ben, je suis parti, puis c'est comme ça. Voilà. Alors, je ne leur jette pas la pierre et il ne faudrait pas penser que les médecins ne travaillent pas. Ils sont encore parmi les professions qui travaillent le plus parmi les Français. La moyenne, c'est 52 heures par semaine. Vous voyez que 52 heures par semaine, on est quand même assez au-dessus des 35 heures des salariés, j'allais dire, qui sont, comme on dit, aux 35 heures. Donc, mais 52 heures, c'est pas 80. Et on dit que, c'est des chiffres, que pour remplacer un médecin qui part, il faut 2 médecins, voire 2 médecins, 3, pour assurer la même charge de présence. Donc, c'est pas seulement une question de démographie, c'est une question d'organisation et c'est une question de compréhension des missions. Le bon côté des choses, ça veut dire que ces médecins-là, ils prennent une après-midi pour eux, mais c'est souvent pour se former, pour lire les revues médicales, pour... pas tous, je vois des soupirs. Les études le disent, en tout cas, ils commencent à se former beaucoup plus qu'avant. Il y avait des obligations en formation continue qui n'étaient pas remplies. La pression diminuant un petit peu, ils sont mieux capables de se former, et de se former non pas seulement à des matières techniques médicales, mais aussi aux modalités de travail en équipe, à tout ce qui est, je veux dire, l'organisation. Alors vous voyez, donc, les médecins, ils progressent, mais le problème, c'est la répartition. Alors, la répartition, je ne sais pas si c'est visible là, mais on voit le nombre de médecins qui se concentrent sur les grandes métropoles régionales ou sur éventuellement le littoral. Les médecins ne vont pas là où est la demande, ils vont là où ils ont l'impression de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et quand on fait des études, on les a passées en revue dans le rapport de la Cour des comptes, et c'est vrai en France, c'est vrai dans les autres pays, pour persuader un médecin de venir s'installer dans une zone déficitaire, il faudrait lui verser des sommes extravagantes. Il faudrait lui verser plus de 100 000 euros par an pour qu'il accepte de venir travailler dans un vrai désert, au sens sans professionnel à côté. Les premiers arguments pour un médecin, et c'est vrai aussi des autres professionnels pour le choix d'installation, c'est l'intérêt du travail et la capacité d'être en relation avec d'autres professionnels et de pouvoir travailler comme ça avec des spécialistes autour, avec des biologistes, Donc ça, c'est quelque chose qui est compréhensible, mais c'est pas du tout l'intérêt des patients. Donc il y a, et ce qui est assez surprenant, on parlera un tout petit peu des mesures, c'est que ça fait maintenant 20 ans qu'il y a des mesures. L'installation des médecins, malgré 20 ans de mesures, de primes diverses, etc., elle continue à aller dans le sens d'une différenciation. Vous avez des aides pour que les médecins s'installent, on les aide de manière même assez forte, pour qu'ils s'installent dans les zones les plus déficitaires. Eh bien, on n'a même pas la proportion de nouveaux installés pour simplement stabiliser le nombre de médecins dans ces zones déficitaires. Ils continuent, malgré les aides, ils refusent les aides pour aller à Montpellier. Moi, je travaillais avec quelqu'un qui était la chambre régionale d'Occitanie, donc on a travaillé sur un département pas très loin d'ici, l'Aveyron, et elle habitait Montpellier. Je disais, à l'Aveyron, dans l'Aveyron, il y a des endroits très déficitaires. À Montpellier, dès qu'on sort, il y a un médecin. Je caricaturais à peine. C'est une des villes où la démographie médicale est la plus favorable. Ou vous voyez aussi à Nice ou à Marseille. Donc il y a une inégalité qui s'accroît et qui continue à s'accroître de manière très forte malgré 20 ans
de mesures. Alors il y a aussi du côté des patients le fait qu'il y a les Français, c'est vrai des autres pays aussi, sont mieux soignés. Ça veut dire qu'ils ont plus souvent le réflexe, lorsqu'ils vont mal, d'aller voir un médecin, tant mieux. Mais c'est vrai qu'avant, beaucoup de choses, il y avait une sorte de déni des signaux avant-coureurs. Donc là, les gens sont plus attentifs et ils ont du coup une demande de soins qui est beaucoup plus forte. Parfois aussi une demande de soins immédiats. Les gens s'étonnent que, y compris pour des choses relativement bénignes, ils ne puissent pas voir un médecin dans les 2 jours. Alors que bien d'autres métiers, on ne s'étonne pas de devoir attendre 4-5 jours. Si on doit faire, refaire un tableau, l'accrochage, enfin encadrer un tableau, et que la personne vous dit ben non, ça sera la semaine prochaine, personne ne s'étonne. Si un médecin vous dit non, ce sera la semaine prochaine, c'est vrai que on a le sentiment subjectif d'urgence. En réalité, quand il y a une vraie urgence, les médecins prennent les patients. Mais lorsque les médecins ont le sentiment qu'il n'y a pas une vraie urgence, ils proposent d'attendre et c'est devenu très mal supporté. Voilà, alors, quelles sont les mesures? Qu'est-ce qu'il y a comme mesures? Il y en a beaucoup, il y en a tout le temps, ça change tout le temps, ça donne un peu le tournis. Il y en a un très récent, donc je ne sais pas si vous avez fait attention, donc à l'annonce du Premier ministre le vendredi 25 avril, où il y avait, et ça tenait compte d'une certaine manière de ce qu'on avait proposé, c'est la première fois qu'il y avait un objectif quantitatif réel de résultats. Jusque-là, on disait dans les plans, on va développer les maisons de santé, on va créer des centres de santé, on va créer des assistants médicaux. Là, c'est la première fois qu'on disait, on va augmenter le nombre de consultations dans les zones qui en ont besoin. Donc c'est la première fois qu'il y a une sorte de mise sous tension avec des résultats. Et puis, au service de cet objectif, il y a plusieurs axes qui sont finalement assez classiques. Alors, dans le rapport, on les a tous analysés. Il y a des mesures, il y a des plans depuis la loi de 2009. Il y a des plans à peu près tous les 2 ans ou 3 ans qui visent tous à lutter contre les déserts médicaux et qui, finalement, alimentent une forme de scepticisme en disant ça n'a pas tellement changé. Donc là, je vais quand même détailler parce que c'est des choses qui ont été annoncées et qui ne sont pas non plus complètement négligeables. Mais donc il va y avoir la généralisation des antennes de formation dans tous les départements, avec le déploiement d'internes on a ajouté une année pour les médecins qui faisaient l'internat de médecine générale, une 4e année, ils vont être en principe, les détails ne sont pas encore connus, mais pour l'essentiel affectés dans les zones déficitaires. Il y a l'obligation d'aller faire un stage en dehors des CHU et dans les zones sous-denses. Il y a, on y reviendra, mais ça c'est un point, je crois, important, le principe de solidarité territoriale, c'est-à-dire que les médecins on va leur demander de faire 2 jours par mois dans des zones prioritaires. Vous avez peut-être vu que hier a été annoncée la liste des zones prioritaires, les zones rouges. Il y a également donc toute une série de mesures sur le partage des actes entre professionnels de santé, notamment pour les infirmières de pratique avancée. Et puis il y a l'idée de rendre plus lisibles, plus efficaces les aides des collectivités territoriales. Alors, est-ce que ça suffit? Moi, je pense que non. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Je pense que oui. Mais c'est là, peut-être de manière un peu modeste, je vais faire une sorte de passage en revue de ce que nous avions proposé dans le rapport. Pas mal de pistes du rapport sont en train d'être analysées, notamment par le Sénat. Il y a une discussion en cours sur... il vient d'y avoir une loi votée sur la profession infirmière. Vous avez peut-être vu que
les partages des actes et la possibilité pour les infirmières de faire des actes autonomes ou de pouvoir, par exemple, prescrire des bilans infirmiers. Donc il y a toute une série de modifications dans cette loi. Il y a aussi 2 lois qui sont en cours de discussion, l'une devant l'Assemblée nationale, l'autre devant le Sénat, en des termes un peu différents sur ce qu'on appelle le conventionnement sélectif. Donc, est-ce que l'installation des médecins sera possible partout et quelles conditions on va mettre à l'installation des médecins? Donc, nous, ce que nous avions envisagé et qui est repris par le Sénat, c'est l'idée que, et c'est repris un peu par le gouvernement, mais de manière un peu différente, c'est que les nouveaux médecins formés ne pourraient s'installer dans les zones surdenses que s'ils acceptaient de travailler une partie de leur temps en zone sous-dense. Et c'est vrai que c'est possible parce que sur la plupart du territoire, les zones surdenses et les zones sous-denses sont très proches. Vous n'avez pas en France, c'est un peu comme une carte en tache de léopard, si vous n'avez pas le nord très dense et le sud sous-dense. Partout vous avez des poches de relativement grande densité ou de très forte densité, et à côté vous avez des poches où il y a une très faible densité. Je prenais l'exemple tout à l'heure de Montpellier, énormément de médecins à Montpellier en termes de différentiel, mais dès qu'on va vers le Haut-Hérault et vers... il y a des endroits, à Ganges et ailleurs, où le nombre de médecins devient très faible. C'est vrai presque partout. Donc l'idée paraît assez logique de développer des cabinets secondaires et de faire venir les médecins, c'est vrai aussi des spécialistes, pour des temps relativement limités. Il y serait d'autant plus favorable qu'il y aurait une infrastructure sur place qui leur permettrait d'être efficaces. Si ce qu'on a proposé dans le premier rapport, c'était que, au lieu de donner des aides un peu à tout le monde finalement et pas très bien ciblées, les collectivités territoriales devraient se recentrer vers l'immobilier et notamment un plan d'équipement de cabinets secondaires. Donc développer les téléconsultations assistées. Les téléconsultations, c'est des choses qui sont plutôt moins développées en France qu'ailleurs. L'Académie de médecine a expliqué à juste titre qu'il ne fallait pas que ça devienne une médecine de deuxième vitesse, enfin de sous-médecine, et qu'il ne fallait pas que ça soit, je veux dire, le seul rapport entre les patients et les médecins. Mais je pense que avec la précaution que le médecin connaisse soit les équipes, soit les patients, et avec la précaution qu'il puisse y avoir recours à des professionnels qui assurent le lien dans les cas les plus difficiles, donc des infirmiers, je pense que c'est une solution qui mériterait d'être beaucoup développée. Alors, une autre proposition qu'on avait faite, qui n'a plu à personne, je vais vous expliquer pourquoi, c'est sur les centres de santé. On disait que les centres de santé, c'est une très bonne formule, il y en a qui marchent très bien, et dans les territoires les plus en rouge, on n'arrivera pas à convaincre un médecin de s'installer. Ça peut, c'est pas seulement en Aveyron, où il y a des territoires comme ça, on travaillait avec un médecin et il nous disait, mais par exemple à Paris, Porte de la Villette, personne ne voudra s'installer Porte de la Villette. On a travaillé avec la présidente actuelle de MG France, qui travaillait à la Goutte d'Or. Bon, c'est encore possible, mais Porte de la Villette, là, à côté du Crac, personne ne s'installera Porte de la Villette. Personne n'a envie de mettre son investissement personnel et professionnel dans un endroit. Ça, du coup, c'est la mission des collectivités territoriales, à mon sens. C'est la mission des hôpitaux, c'est la mission de l'État de soutenir des centres de santé. Alors quand on dit ça, les représentants des professions médicales, pour ceux qui connaissent les GRPS, ne sont pas extraordinairement contents, ni l'UNPS. Mais ce qu'on disait aussi, là on n'a pas rendu extrêmement contents les professionnels des centres de santé, c'était que si et seulement si on exigeait des médecins dans ces centres de santé une productivité qui soit comparable à celle des médecins libéraux. C'est pas normal que les collectivités mettent pas mal d'argent pour des médecins qui voient 10 patients par jour, alors que les médecins libéraux en voient 23. Donc on disait, d'accord, mais uniquement si on rémunère les médecins avec la moitié de leur rémunération liée à l'activité.
Voilà, il y a une autre recommandation qui était assez polémique. Moi, j'y tenais, je trouve qu'elle est assez exigeante, mais juste, c'est de dire arrêtons de demander aux médecins de signer des certificats médicaux de courte durée. Alors, vous savez pas que le système de la CNAM, de l'assurance maladie, permet qu'on régularise les certificats médicaux pour la veille. Donc, on dit voilà, hier j'étais malade, j'avais une gastro, faites-moi un certificat médical. Il y a même des gens qui vont aux urgences pour avoir un certificat médical parce que pour revenir dans leur entreprise, il faut qu'ils aient ce certificat médical. Donc, ça fait une consultation, du temps perdu. Les médecins qu'on rencontrait, ils nous disaient dans les zones rurales, ils disaient moi je ne fais plus ça, j'ai un stock de certificats médicaux et c'est mon secrétariat qui les libère, qui les donne gratuitement. Enfin, c'est pas très satisfaisant. Donc, nous on proposait que ça soit quelque chose comme la plupart des pays maintenant, ils s'y mettent tous, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Canada, que ça soit une question à discuter entre partenaires sociaux et qui mettent en place les instruments de régulation, mais qu'on enlève cette charge un peu inutile et médicalement de faible valeur ajoutée. Enfin, il y a un débat là-dessus, mais nous on pensait que c'était une charge de faible valeur ajoutée et on peut du coup gagner pas mal de temps médical. Le gouvernement n'a retenu qu'une petite partie de continuer à simplifier les certificats médicaux demandés pour les pratiques sportives. Alors, je peux imaginer que certains disent oui, mais bon, un petit mieux là, un petit mieux là, un petit mieux là, un petit mieux là. Est-ce qu'on est avec toutes ces petits ruisseaux, est-ce qu'on arrive à une rivière suffisante pour améliorer la situation? Moi, je le pense. Si on inverse la logique aussi, c'est-à-dire que pour l'instant, on a donné des outils en disant vous pouvez ouvrir des centres de santé, vous pouvez ouvrir des maisons de santé, vous pouvez éventuellement, mais c'est toujours les mêmes qui en profitent en réalité. C'est là où il y a des traditions de coopération, c'est là où il y a l'habitude de finalement être dans des partenariats, et c'est pas dans les territoires les plus défavorisés que l'effort est concentré. Nous, ce qu'on disait, je vais m'arrêter là, et je pense que c'est le point essentiel, c'est que les médecins, ça n'est pas un service public, c'est des professionnels, le cadre juridique est très clair, les CPTS, les communautés professionnelles qui ont été mises en place partout, ce ne sont pas non plus des services publics, et que le service public doit prendre sa responsabilité, il doit organiser les soins et il doit concentrer l'effort là où il doit l'être. Et donc, il doit y avoir un zonage, il doit y avoir des cartes avec les territoires les plus en déficit. Et c'est sur cela que, avec des appels à projets, avec l'ensemble des outils qu'on a vus, ces outils qui sont améliorés, doivent être déployés de manière gratuite. Voilà. Donc, moi, je crois que si on inverse cette logique, si on dit c'est aux personnes publiques, l'Agence régionale de santé, pour nous, c'est le département pour tout ce qui est les soins de premier recours, c'est la région pour tout ce qui est soins spécialisés, c'est aussi les collectivités de premier rang, communes et communautés. Alors après, il y a des outils, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf s'il y a des questions, mais il y a des outils pour ce faire. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un vrai projet ciblé avec un engagement sur les résultats dans chaque territoire et des bilans qui soient faits, non pas des bilans nationaux en disant on est passé de 1500 à 4000 maisons de santé, puisque c'est ça qui est dans les tuyaux, mais dans les 150 territoires qui sont vraiment dans le rouge, on a amélioré la situation et on a résorbé par un facteur 2 le nombre de personnes sans médecin traitant. Voilà. Donc, au risque de paraître un peu optimiste, moi j'y crois. Merci. Bien, merci. Nous allons maintenant passer aux interventions, aux questions. Y a-t-il des demandes de prise de parole, s'il vous plaît?
Oui, bonsoir. Daniel Mémin, je me présente parce que je suis élu ici à Pamiers et dans notre groupe Pamiers Citoyenne, on a fait une de nos priorités les questions de santé à Pamiers. Alors sur la diapo que vous avez diffusée, d'abord merci pour cette présentation qui est à la fois succincte mais très percutante, qui donne vraiment beaucoup d'indications précieuses que nous on connaît mais qui sont importantes à partager. Et donc dans la diapo qui parlait de Pamiers, vous êtes passé rapidement, mais à Pamiers on vit vraiment une situation très très particulière que les Apamiens et Apamiennes connaissent, puisqu'on la répète très régulièrement. On se retrouve avec 10 médecins généralistes qui sont tous âgés depuis 60 ans, certains jusqu'à 80 ans. Donc on a vraiment une situation extrêmement critique et non un nombre d'habitants et d'habitantes de Pamiers qui n'ont pas de médecins référents, de médecins traitants aujourd'hui et des difficultés d'accès à tout autre soin. Alors ça c'était la remarque. Nous au niveau de notre groupe, on a considéré que la santé était un sujet suffisamment grave pour ne pas la laisser traiter uniquement par les médecins et que donc une des clés de l'action, et je ne sais pas si vous ne l'avez pas dit ici, vous avez cité toute une série de parties prenantes, mais vous n'avez pas cité les malades, les associations de malades et la population en général, parce que ce n'est pas uniquement quand on est malade qu'on doit se préoccuper de la santé. Donc ça me semble un axe important, tout comme vous n'avez pas cité ni dans le rapport ni dans votre intervention l'axe de la prévention, c'est-à-dire éviter de tomber malade dans le monde professionnel, le monde agricole et autres. Il y a toute une série de maladies par l'exposition à des matières au niveau de l'environnement et autres qui pourraient éviter des maladies et qui soulageraient la population. Donc ça c'était une remarque, et d'ailleurs on invite tout le monde le samedi 27 septembre, ici dans cette salle, on va faire une journée spéciale sur les questions de santé. Ça c'était la petite annonce. La question c'est par rapport à une des préconisations de votre rapport que vous avez évoqué là, qui est les 2 heures ou les 2 jours par mois dans des territoires sous-dotés. Nous, au niveau de notre groupe, et en particulier d'une élue qui est également présidente de l'association citoyenne contre les déserts médicaux, l'antenne ariégeoise qui au niveau national a été l'aiguillon pour la loi transpartisane. Nous on considère que ce mode de traitement de la question des territoires sous-dotés est vraiment insultant pour ces territoires, puisque ça vise à considérer les citoyens de ces territoires comme des sous-citoyens et quasiment de les traiter comme de la médecine de brousse, c'est-à-dire de leur envoyer de temps en temps à horaire fixe des médecins qui font leur boulot parfaitement, mais qui ne le font pas dans la continuité, pas dans la vision continue qui est nécessaire, qui peut être nécessaire pour certaines pathologies. Il n'y a pas uniquement des urgences à traiter, il y a des pathologies qui nécessitent un suivi de longue date, des dossiers à suivre. Et donc ça, c'est sur cette question-là, j'aimerais vous entendre, cette préconisation qui est dans votre rapport sur les mettre à disposition ponctuellement, inciter, c'est même pas obligé, inciter les médecins à aller sur des territoires sous-dotés. Je vous remercie. Je vais commencer à répondre, comme ça donnera peut-être des idées de questions. Alors, avant de répondre à votre question principale, peut-être 2 mots sur les remarques qui étaient toutes intéressantes. Alors, on n'a pas parlé dans le rapport, un peu à dessein, de prévention au sens strict, pour une raison, j'allais dire un peu contingente. La Cour des comptes venait de travailler sur la prévention pour les grandes pathologies. Pour une autre raison qui est plus essentielle au sujet, c'est que une grande part de la prévention, qui est souvent sous-estimée en France, c'est les médecins qui la font, ou les professionnels qui sont autour d'eux. Le temps passé à la consultation est quelque chose d'extrêmement important. En France, il est en moyenne de 17 minutes, et les professionnels qu'on a rencontrés tous disent que au bout de 8 à 9 minutes, un médecin sait à peu près répondre à la pathologie pour laquelle le patient est venu. De 8 à 17 minutes, donc il y a 8 autres minutes, c'est faire le tour des autres questions et faire de la prévention. Donc, et dans l'évolution du métier, notamment avec les assistants médicaux, c'est une des vraies questions qui se posent, on le dit dans le rapport, faire en sorte que, oui, certes, il puisse y avoir, pour les soins non programmés, avec l'aide d'assistants médicaux, quelque chose qui soit plus rapide. Tous les médecins savent que le nombre de patients qu'on voit et la rotation, c'est essentiel à la fois pour l'activité et la qualité de l'activité. Et je pense, moi, que ce qui est important dans les mesures
qu'on essaie de favoriser, c'est de garder suffisamment de temps pour que la consultation du médecin ou d'infirmier puisse être vraiment non seulement une réponse comme on appelle ça, un motif, mais un acte de prévention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la situation de Pamiers. Si vous avez la curiosité de lire le rapport, vous le verrez. C'est pas tant la situation absolue de Pamiers au moment où on l'a regardé, qui était de Pamiers, de l'Ariège, parce que nous on a une maille départementale. Ce qui est très étonnant dans les cartes qu'on montre dans le rapport, c'est un département où la diminution du nombre de médecins est parmi la plus forte de tous les départements français, notamment pour les spécialistes. Donc c'est l'âge des médecins qui est en cause. On part d'une situation à peu près dans la moyenne, un peu en dessous, mais pas catastrophique du tout, mais avec une très forte diminution du nombre de médecins. Ce n'est pas le seul département qui est dans cette situation, mais c'est un des départements où cet effet est le plus marqué. Et puis alors, votre question, donc, qui est essentielle, c'est est-ce qu'on pense que c'est suffisant, est-ce qu'on pense que c'est pas suffisant? Quand on est magistrat à la Cour des comptes, on promet de ne pas trahir le secret des délibérations. Mais ce n'est pas un secret, tous les corps qui discutent de cette question sont très divisés. Il y a ceux qui disent, c'est vrai à l'Assemblée nationale, il y a ceux qui disent, mais enfin, on a réussi à le faire pour les infirmiers, on a réussi à le faire pour les kinés, on l'a presque fait avec effet en 2026 pour les dentistes. Pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas aux médecins de s'installer dans des endroits, et puis sinon, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, après c'est tout. Et beaucoup de médecins qu'on a rencontrés, parce qu'on est allé dans les zones rurales, certains étaient tentés par ça. Ils disaient, ben oui, nous on trouve qu'on ploie un peu sous la charge, on aimerait bien qu'il y ait des dispositifs qui fassent que tout le monde prenne sa part. Moi je ne le crois pas, depuis le début. Je pense que j'ai été élu local à Chartres, qui est de ville, c'est pareil pour des cadres. Quand on veut faire venir une entreprise, on ne fait pas venir une entreprise avec des cadres qui ont fait 10 ans d'études, plus toute une carrière, en leur disant bah, vous allez aller là, vous allez à Cholet, vous allez à... C'est pas comme ça que ça marche. Les gens, quand on demande à des gens formés de prendre autant de responsabilités, parce que c'est des responsabilités quand même écrasantes. Moi, je trouve que c'est vrai tous les professionnels de santé, mais c'est vrai particulièrement les médecins. On ne peut pas les infantiliser et leur dire c'est comme ça, vous allez passer. Les effets, ils ont été mesurés ailleurs. Hein. Si ça marchait si bien, ça se saurait. En Allemagne, ils ont essayé de le faire, ça marche qu'un cas. Dans beaucoup de pays. En revanche, et on avait discuté avec l'ordre des médecins, le fait d'avoir une activité partielle est plutôt accepté lorsque c'est accompagné et, j'allais dire, et organisationnellement, et éventuellement financièrement pour les frais de déplacement, etc. Et les médecins y voient leur intérêt, parce que à Paris, par exemple, pas mal de spécialistes sont dans les Saudes ou dans les Yvelines et en même temps à Paris. Ça commence à se développer. Voilà. Alors, quel est le vrai réalisme? Est-ce que le vrai réalisme, il est du côté des patients en disant mais on va mettre beaucoup de temps avec votre système qui est un peu compliqué à rétablir la situation? Ou est-ce que le vrai réalisme est de dire attendez, c'est quand même les professionnels qui travaillent, c'est de leur engagement et de leur motivation que dépend la qualité du soin et on ne force pas les gens à travailler là où ils ne veulent pas travailler. Pourquoi est-ce qu'un médecin ferait ce qu'on n'arrive à obtenir d'aucun cadre supérieur dans une entreprise? Pourquoi les entreprises s'installent toutes pour l'informatique dans des zones, il y a 3-4 zones où les informaticiens acceptent d'aller, parce que c'est eux qui décident, c'est tout. Et je pense que faire semblant d'oublier que des médecins sont des gens, comment dire, capables de réflexion et capables aussi d'aller à l'étranger, ce serait une grande erreur. Tous les pays qui ont... L'Algérie, par exemple, a pris des mesures extrêmement coercitives sur l'installation géographique des médecins. Ils avaient le problème du Sahara. Ça a multiplié par 2 le flux de départ vers la France.
Donc, l'Europe est un pays ouvert, enfin l'Europe est un espace ouvert, le monde est de plus en plus pour les médecins, je vous ai dit que la pénurie elle était mondiale, donc moi je pense, c'est après c'est une question de responsabilité, je vous dis la majorité était difficile à faire, on a discuté tout le long de l'enquête là-dessus. Mais moi je pense en conscience que le résultat auquel on est arrivé est équilibré. Une première demande de prise de parole. Ok. Et tout d'abord, je voulais vous remercier pour la clarté de votre intervention, qui était par ailleurs fort intéressante. Moi, je suis pneumologue retraité hospitalier. Ma réflexion par rapport à ce que vous nous avez évoqué, notamment les mesures qui sont préconisées, bon, je pense qu'elles sont assez satisfaisantes, complémentaires, mais je pense qu'il y a quand même de gros écueils par rapport à leur parfaite réalisation. À savoir qu'il y a une des mesures qui me paraît importante, c'est le développement des maisons de santé. Moi, j'ai toujours milité pendant ma carrière à ce qu'il puisse y avoir des maisons de santé pour qu'il y ait des professionnels qui s'associent, que ce soit les médecins, les infirmiers, et maintenant les IPA, ce qui me paraît très important. Mais une maison de santé, même si on l'a créée dans un territoire défavorisé, il faut qu'il y ait un maillage autour de la maison de santé. C'est-à-dire qu'on est arrivé maintenant à une médecine technique. Donc les jeunes médecins, ils ont besoin de technique. Ils ont besoin et vous l'avez fort bien dit, ils ont besoin de bilan biologique, ils ont besoin de radio, ils ont besoin de scanners, ils ont besoin de pas mal de choses. Et donc, si on ne met pas un maillage autour de ces maisons de santé, ben, aucun médecin n'ira dans ces maisons de santé. Enfin, à mon avis, j'espère que non, mais bon. Et il est important, à mon avis, dans les villes, de développer des maisons de santé, où il y a un regroupement de professionnels. Ensuite, l'autre écueil, c'est que je me demande si on tient compte dans tout ça de l'évolution de la philosophie qu'ont les jeunes médecins par rapport à leur pratique médicale. Bon, vous en avez un peu parlé, mais je crois qu'il faut aussi insister. Les jeunes médecins, maintenant, ils n'ont plus l'intention de travailler 70 heures par jour. Ils ont besoin d'avoir une activité professionnelle, certes, mais aussi une activité de loisirs, parce qu'on est malheureusement dans une société de loisirs, et surtout, bien sûr, un équilibre familial. Le troisième écueil, mais qui est en relation avec celui-là, c'est qu'on a quand même assisté à une importante féminisation de la profession. Et évidemment, le fait que la féminisation de la profession soit actée, même si apparemment les chiffres montrent à l'heure actuelle que les choses s'équilibrent un peu mieux, ça a contribué, je pense que ça contribuera encore à ne pas faciliter les choses, même si les femmes médecins font largement leur part de travail. Voilà, bon, ce sont les questions que je me pose par rapport à ce qui a été acté. Ensuite, bon, la question de savoir si un médecin pourra créer un cabinet secondaire dans une zone défavorisée, oui, mais quid de son cabinet principal quand il ne sera pas là, etc. Donc ça crée quand même beaucoup de problèmes. Et on en revient donc au problème quand même de l'inégalité de la démographie médicale. Alors, va-t-on tôt ou tard se demander s'il faut envisager de mettre des quotas de médecins dans certains départements plutôt que d'en avoir 100 à Montpellier, qu'il y en ait 50 à Montpellier, et puis que dans les villes à côté, il y en ait 10, 15, ce qui permettrait d'équilibrer un peu mieux. Y a-t-il une deuxième... Je crois que devant, Joël, Isabelle Pickman. Merci pour votre question. Docteur Muraté Ophtalmo,
À votre avis, pourquoi l'État est-il tellement incompétent pour résoudre ce problème? Et est-ce que les médecins peuvent faire confiance en l'État? En 1990, à cause de M. Raymond Barre, ils n'ont pas pu changer de secteur. Ce qui était un secteur 1 était bloqué, ils ne pouvaient pas passer à un secteur 2, malgré ce qu'on leur avait dit, par exemple. Il y a quelques jours, par exemple, aussi, à la suite de la dernière convention, il devait y avoir des revalorisations au 1er juillet. La Caisse nationale vient de dire qu'il n'y aura pas de revalorisation. On verra au 1er janvier prochain. Donc c'est un ensemble de mesures qui sont souvent contre les médecins, qui font de moins en moins confiance en l'État et à la caisse primaire aussi. Je ne sais pas si c'est un des éléments importants qui font que ça ne marche pas. Imposer d'aller travailler 2 jours par semaine ailleurs, des idées un peu farfelues comme ça ne marchera jamais. Non. Qu'en pensez-vous? Une troisième prise de parole devant, il y avait Isabelle. Vous? Ok. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir partagé vos analyses. Et moi, je voulais vous faire part d'un paradoxe, parce que je viens d'une partie de l'Ariège qui est très peu densément peuplée, où on voit depuis 2 ans un inversement des tendances, avec une augmentation du nombre d'installations de généralistes. Alors il y a eu plusieurs phénomènes, parce que les collectivités territoriales se sont mobilisées pour créer maisons et centres de santé. Je pense à Sainte-Croix, Prat-Bon-Repos, Saint-Giron. Et il y a bien sûr des inégalités au niveau de remplissage de ces centres de santé, mais on est arrivé à un moment où on a un quart des emplois qui, dans cette zone-là, sont des emplois dans le médical. Il y a aussi le parc naturel régional qui a développé toute une politique, Mon parc, ma santé, pour travailler sur la prévention. Alors je ne sais pas si ça peut contribuer à faire en sorte que les médecins soient moins mobilisés, mais ça peut être une piste. Des réponses assez rapides. Pourquoi l'État est-il aussi incompétent? Un camarade de promotion, Nicolas Vavresse, il avait écrit un livre sur Gulliver empêtré. Donc, dans tous les secteurs, c'est pas que l'État soit incompétent, c'est que l'État fait très attention à ceux avec qui il travaille et qui sont ses relais ou pour dire les choses plus directement, l'État fait très attention aux médecins. Et il fait très attention à d'autres clientèles aussi. C'est très difficile dans tous les pays de faire du tort aux médecins. Bon, ça m'est arrivé d'être dans des cabinets ministériels où on essayait, c'était à l'éducation, on essayait de faire des réformes sur la médecine, les formations médicales. On avait entre nous une sorte de plaisanterie, on disait, dès qu'on va finir d'écrire la dernière ligne du décret, il y aura un coup de téléphone. C'était pas, ils n'avaient pas de caméra, mais c'était dès le lendemain, il y avait un coup de téléphone. Il y a toujours un homme politique qui est proche d'un médecin. En l'occurrence, le président Mitterrand qui était malade, il avait un médecin. Et le lendemain de notre tentative, énième tentative pour faire quelque chose, on se faisait renvoyer. Moi, j'ai travaillé sur d'autres secteurs de la dépense, les transports médicaux, c'est pareil. On sait très bien ce qu'il faudrait faire. L'administration sait très bien depuis des années ce qu'il faudrait faire. Tout dépend. C'est vrai aussi des transporteurs routiers. C'est vrai donc l'État avance un petit pas en essayant de convaincre, en essayant de montrer que certaines frilosités sont plus possibles. Je pense moi que le fait que l'opinion soit à ce point remontée et le fait que l'Assemblée nationale ait voté un texte de manière très forte sur le conventionnement sélectif, j'allais dire intégral, aura été ressenti, je l'espère, par les professionnels de santé comme une sorte de dernier avertissement. C'est aussi d'ailleurs ce que dit le Premier ministre. Il a dit avec son plan, c'est le dernier avertissement. Mais je crois que c'est pas le mot incompétence, c'est le mot que souvent les services ressentent, c'est le mot impuissance.
parce que dans tous les pays, mais surtout en France, on essaie de concilier et que les médecins sont un pouvoir. Voilà, Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans les différentes mesures qu'on a préconisées, celles où on avait pu obtenir, en discutant beaucoup avec eux, une forme d'acquiescement de l'ordre, ils ne l'ont jamais écrit, mais sont celles qui avancent. Celles où on a compris qu'ils étaient complètement contre, c'est celles qui avancent le plus lentement. Donc la responsabilité, elle est partagée. Faut-il dire que l'État est impuissant et l'ordre des médecins est incompétent? Je plaisante, hein, c'était pour renvoyer la question. Alors, l'autre question, là, les médecins qui ont changé de comportement, moi, il y a une phrase un peu générale, je plains les pays qui ont besoin de héros. Je ne sais plus qui a dit ça, mais on a eu comme médecins généralistes, les médecins dits de famille, des gens qui se sentaient et se vivaient comme héroïques. Ils l'étaient. Ils se sentaient responsables de la santé des populations. Je pense, moi, que c'était une erreur collective. Enfin, je suis persuadé, moi, que cette fiction, ce grand mythe, les a portés, les a poussés à couvrir le territoire, mais, alors je le dis de manière un peu provocatrice, mais je ne suis pas sûr que c'était leur intérêt de leur famille, et même l'intérêt des patients, d'arriver comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, le médecin, il arrivait à 11h du soir, il prenait, j'étais plusieurs enfants, il les prenait tous à la suite. Ça a duré 4 minutes, et souvent, je peux dire que je ne suis pas sûr d'avoir été très bien soigné dans mon enfance, alors que le médecin venait souvent. Je pense que dans des villages reculés, là où il y a de la neige, là où les gens se plaignent de ce que les médecins ne font plus de visites à domicile, mais parmi les expérimentations qui sont en cours, on donne à une infirmière une manette de télésoins. Je dis infirmière au féminin parce que c'est une profession majoritairement féminine, je pourrais dire infirmier, mais toutes les constantes sont prises par l'infirmier, et lorsqu'il y a un problème, il y a une téléconsultation ou une expertise qui est demandée au médecin. Ça marche très bien, et on le dit dans le rapport, un des gains en termes de consultation qui a été gagné par le système, c'est le fait qu'il n'y a plus autant de visites à domicile qui gaspillaient beaucoup de temps. Est-ce que c'est vraiment bien qu'un médecin qui a fait 10 ans d'études passe une demi-heure aller en voiture, une demi-heure retour sur des routes de campagne? Est-ce qu'il a été formé et payé? Est-ce qu'il doit être payé pour ça? Donc qu'ils aient changé de manière de travailler, de volonté de travailler, moi personnellement je ne le regrette pas. Je suis un des plus radicaux là-dessus, parce que peut-être, justement, je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même pas mal de membres de ma famille qui sont médecins, et beaucoup disent que le niveau des médecins s'est beaucoup amélioré, au sens où ils ont le temps de se former, ils ont l'habitude de consulter, ils demandent l'avis de confrères, ce que les gens ne faisaient pas du tout il y a même 20 ou 30 ans. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de mépris pour les anciens médecins dans votre propos. Alors là, je m'insurge. Vous ne savez pas que quand nous roulions justement dans la campagne, c'était pour des patients qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient très mal. Et quand nous faisions 70 heures par semaine, effectivement, non seulement nous soignions, mais en plus nous nous formions 2 fois par quinzaine. Après nos consultations, à 9h du soir, nous partions à Foix pour recevoir une formation médicale continue. Alors je crois que vous avez mal connu, on a à peu près le même âge, vous avez mal connu les médecins, on ne faisait pas 4 minutes toute une malade d'enfant, on passait le temps, et je pense que si nous étions aussi considérés, ce n'était pas parce que nous étions des héros et considérés comme des héros, mais c'est parce que nous donnions de notre temps, de notre vie personnelle, et que je regrette dans cette assemblée qu'il n'y ait pas au centre de notre discussion le patient. Il y a le médecin, certes, vous en faites vous-même un héros, mais pas quand même quelqu'un au service des autres. Et ça, je le regrette profondément. Oui, le mépris, il n'y en a pas du tout. Je pense que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Je pense que les médecins qui ont travaillé comme ça de manière relativement isolée
été très engagé. Oui, ça dépend de quelle période on parle. Quand nous appelions par exemple le docteur Mergue à l'hôpital, il nous répondait. Voyez-vous, nous étions en relation avec des spécialistes. On prenait le téléphone, nous prenions les rendez-vous et au pire, la plupart du temps, si nous avions un renseignement, nous l'obtenions de notre consultant, de notre correspondant. Donc franchement, on ne faisait pas une sous-médecine. J'ai peut-être forcé le trait, donc je m'excuse. Pour être pédagogique, des fois on va peut-être un peu trop loin. Je prends le contre-pied de ce qu'on dit souvent, en disant voilà, les choses ont changé, et je ne pense pas que ça soit un point de vue très positif d'accuser la nouvelle génération. Ils n'ont pas les mêmes réflexes, ils n'ont pas le même sentiment de responsabilité d'une patientèle, et c'est comme ça. Oui, mais bon, enfin, puisque vous parlez le dévouement, il existe toujours. J'ai une petite nièce qui a continué à travailler avec une côte cassée dans un hôpital pour pas qu'on ferme le service, et la côte elle était cassée de fatigue. Donc je pense que c'est très difficile de comparer un état avec un autre, un état des soins. Ce que je dis, c'est que les choses ont changé et que ça oblige tous les acteurs à se repositionner. Là où les médecins avant se sentaient et se vivaient et faisaient en sorte d'être responsables de l'état de santé d'une population, pour moi maintenant ce sont les élus, sous l'égide de l'ARS, qui doivent prendre cette mission à bras-le-corps. Non, on a beaucoup travaillé avec l'ARS d'Occitanie dans cette mission. On a fait d'ailleurs, en plus du rapport, je ne l'ai pas dit, mais on a fait des monographies territoriales. Il y en a une sur l'Aveyron. Et j'ai trouvé que l'ARS d'Occitanie, en lien avec les collectivités, était très, très, très à la pointe. Il y a une question sur la prévention. Effectivement, dans les différents cahiers, enfin les projets territoriaux, les projets départementaux, il y a beaucoup de politiques de prévention en Occitanie. Il y a une politique de responsabilisation des départements que j'ai trouvé très, très intelligente et intéressante, dont on s'est inspiré un peu de ce que l'Occitanie avait commencé à faire pour proposer de généraliser à l'ensemble des territoires. Donc il s'agit de travailler en collaboration. Les élus, on a beaucoup travaillé aussi avec l'association des présidents des régions de France. Ils ne sont pas très preneurs en réalité. Ni les régions, ni les départements, ni même les élus communaux ne demandent à être chefs de file de la santé. Ils savent bien que c'est d'abord des sommes très importantes, c'est des responsabilités écrasantes en termes de droits. Et l'équilibre qui est en train de se fixer de collaboration sous l'égide de l'ARS, je pense, correspond à ce que tout le monde souhaite. Ça suppose, après, qu'il y ait une vraie déclinaison et une vraie écriture de projet qui engage les uns et les autres. Quand on dit, par exemple, les collectivités s'engagent à créer des cabinets secondaires, ça veut dire qu'il y a un secrétariat, il y a des cabinets qui ouvrent près de la gare pour que les médecins puissent se déplacer. Il y a c'est des solutions. Moi, je vous disais, j'habite à Chartres. La ville de Chartres vient de prendre toute une série de décisions avec l'ARS, sous l'égide de l'ARS, pour déployer toute une série de solutions, parce qu'elle considère qu'elle se sent responsable de la bonne coordination de tous ces outils. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, et je ne dis pas qu'il faut que ça déresponsabilise les médecins. Je pense que les médecins ont raison. Moi, je le dis, voilà. Je pense qu'ils ont raison d'avoir posé une limite à ce qui était auparavant illimité, en pratique, le sentiment de leur responsabilité. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Alors. Merci de votre intervention. Je voulais savoir où on en est du numerus clausus, s'il a évolué, et savoir si on sait la proportion des médecins étrangers qui exercent en France.
Alors sur le numerus clausus, il avait été déjà réformé il y a 2-3 ans, et on parlait maintenant de numerus apertus, ce qui est assez... Alors la différence entre numerus clausus et numerus apertus, c'était que c'était plus fixé nationalement, avec une répartition régionale, mais qu'on demandait à chaque université de dire quelles étaient ses possibilités de formation. Donc, apertus, ça voulait dire que l'État ne cadrait pas. Mais on s'est aperçu, d'ailleurs dans l'intervention du Premier ministre là récemment, il revient un peu sur tous ces chiffres et tous ces... Donc vous pouvez le trouver là aussi, maintenant il y a beaucoup de choses sur Internet, vous tapez avril 2025, il explique ça de manière assez pédagogique, les ministres ensuite détaillent aussi. Donc la différence entre le numerus clausus et le numerus apertus, c'était, d'après cette communication, 13%. Donc c'est pas énorme. Et donc il vient d'annoncer la suppression, y compris de ce numerus apertus, en disant qu'on allait désormais fixer le nombre de médecins à former, comme d'ailleurs les régions le font pour les professions paramédicales, en fonction d'une appréciation des besoins. Alors, les médecins, l'Académie de médecine, les différentes spécialités sont très inquiets de ça. Ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire si on dit qu'il faut former 100 dermatologues pour la région Occitanie et qu'on n'a pas de capacité à leur trouver des stages, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les former comment? Avec des tutoriels? Donc on en est là. Et souvent, moi c'est... comment dire? Je suis critique parfois avec d'autres professions, je suis critique aussi avec l'administration. C'est un peu la limite d'annonce. Un des atouts du système français, c'est qu'on a des médecins très bien formés. Et si on dit, on va définir de manière un peu abstraite, moi je crois très difficile d'apprécier de manière objective les besoins. Si on dit, voilà, on va trouver un chiffre, puis on va voir après ce que peut l'université de médecine, ça veut dire quoi? Qu'on fait appel au privé? On fait appel au privé pour qu'ils forment en plus les médecins. Bon, donc on en est là. Je comprenais le système du numerus clausus, je comprenais le système du numerus apertus. Je ne comprends pas ce qui a été annoncé par le Premier ministre, encore. Et pour les médecins étrangers, il y a des chiffres aussi, j'ai peur de dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 20%. Alors tout dépend des spécialités. Dans certaines professions, on n'a pas parlé beaucoup des dentistes, c'est très élevé. Les dentistes qui exercent en France formés à l'étranger sont presque la moitié des nouveaux inscrits. En médecine, c'est moins élevé. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de médecins roumains, algériens, syriens, avec des règles de validation et d'examen qui sont d'ailleurs assez dures. Une dernière. Merci. Merci pour cette conférence. Je voulais poser une proposition. Elle est peut-être naïve, elle est peut-être idéaliste, elle va soulever peut-être tout un tas de contestations. Est-ce qu'il ne serait pas possible, pour inciter des jeunes à exercer dans des zones déshéritées, que l'État instaure une sorte de contrat entre des étudiants en médecine, en leur payant leurs études, et en contrepartie, ces jeunes devraient, pendant un certain temps, exercer dans une zone déshéritée où il y aurait quand même un centre de santé, parce que ça paraît indispensable. Ça a été réalisé dans les années 60 pour les enseignants, avec succès, et ça permet à des jeunes issus de milieux modestes, mais qui sont brillants, qui voudraient être médecins, mais qui n'y arrivent pas parce que les études sont trop coûteuses, peut-être de devenir de très bons médecins dans les zones où il n'y en a pas assez. Voilà. Alors, ce que vous dites se fait déjà,
Et ça se fait avec un résultat pour l'instant un petit peu insatisfaisant. C'est tous les contrats, ils ont changé plusieurs fois d'appellation ils sont assez attractifs. C'est parfois l'État, parfois avec un complément des collectivités, qui paye à partir de l'accès, enfin du succès à la première année. Et une des limites, mais il y en a d'autres, c'est que un certain nombre des étudiants qui ont eu cette aide, ils renoncent, ils remboursent quand ils ont fini leur scolarité, parce que finalement, ils n'ont pas envie d'aller dans des déserts médicaux. Alors, ce que vient d'annoncer le Premier ministre, et qui me paraît, moi, assez judicieux, qui est conforme à l'expérience internationale, c'est d'essayer de faire une sorte de recrutement ciblé dans les endroits où les gens vivent, si vous voulez. Par exemple, on a, dans pas mal de régions, ils financent des classes en terminale de sensibilisation aux professions médicales. Et ils payent, ça c'est les régions, c'est les régions ou les collectivités, ils payent aussi des bourses pour la première année. L'idée c'était que, qui je crois est assez vérifié, c'est que quelqu'un qui a grandi, est né, a vécu à ses amis dans une zone rurale comment dire, où il n'y a pas de CHU, il restera beaucoup plus volontiers que quelqu'un qui est né à Paris et qui n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir une carrière académique et éventuellement de publier, si vous voulez. Donc il y a bien donc oui, bien sûr, ça existe depuis longtemps. Les formules ont changé plusieurs fois parce qu'à chaque fois ça ne marchait pas très bien, et on vient d'annoncer à nouveau une modification de ce système qui, à mon sens, a des chances de produire des résultats un peu meilleurs. Bon, je m'attendais à ce qu'on parle de santé mentale et de la psychiatrie en Ariège ou en France, parce que nous sommes vraiment au bord du gouffre. Voilà, ça fait 25 ans que j'accompagne des familles et des personnes qui sont en souffrance psychique, souffrance grave, puisque schizophrénie, bipolarité, TOC, obsessionnel, etc. Et j'avoue que je ne suis pas... on est très fort en France pour les rapports. Il est très bien votre rapport. J'en ai vu passer en 25 ans des plans départementaux, super, plans ARS, super, le plan Piveteau, il m'avait séduit. J'avais dit, mais si le rapport Piveteau, mais on applique ça, mais ça y est, c'est fini. Donc je ne fais plus confiance en l'État. Je ne pense pas que c'est l'État qui peut résoudre les problèmes. Ce n'est pas les médecins non plus qui peuvent les résoudre tout seuls. La psychiatrie, c'est une affaire collective. Et je ne sais pas ici si vous savez le marasme, la misère dans lequel se trouvent toutes ces familles et ces personnes qui ne sont pas suivies, notamment à sortie de l'hôpital. Ils sont bien soignés, ils arrivent à être soignés, mais quand ils sortent, ils n'ont plus personne. Ils sont seuls dans la rue, ils ont des parents mais vieillissants, donc ils ne peuvent plus s'en occuper. C'est un marasme. Donc, si on n'en prend pas conscience tous, la psychiatrie, ce n'est pas que les médecins, ce n'est pas que les accompagnants. Il faut travailler en transversalité. Et ça, je ne le vois pas. Monsieur a parlé tout à l'heure, on n'a pas oublié les patients et on a oublié les familles. Oui, si dans vos rapports, il y avait les familles et qui travaillent avec, on modifierait peut-être les pratiques. Parce que je pense qu'il va falloir modifier, puisqu'il n'y a plus de médecins, il y en a moins, il n'y en a pas assez, il va falloir modifier les pratiques. Et les pratiques également avec tous les services médico-sociaux. Pareil, il faut modifier. Chacun est dans son précaré. On dirait que chacun sait ce qu'il faut faire. Ben non, nous on ne sait pas. Après 25 ans d'accompagnement d'une personne qui souffre de schizophrénie, on y arrive, mais parce qu'on a travaillé avec d'autres. Et je crois que ça, il faut complètement changer les choses. Et on ira alors vers la prévention peut-être, parce que c'est le nœud. Si on ne met pas l'argent sur la prévention, on est foutu, parce que nos enfants, ils ont été malades très tôt, on ne l'a pas vu, parce qu'il n'y a plus de médecins. Mais scolaires, moi à l'époque, on m'avait consulté pendant ma scolarité. Maintenant, les enfants ne sont pas scolarisés, ne sont pas vus. Un infirmier pour... un infirmier pour 1500... je ne sais pas, sur 10 établissements, mais c'est une honte.
Alors, vous étiez dans leur Cour des comptes, donc vous savez compter. Alors, moi, un rapport, j'aimerais en face voir le prix, ce que coûterait par exemple des infirmiers pour aller en prévention et pour avancer dans le système. Tant qu'on ne fera pas ça, moi, un rapport où je ne vois pas de sous en face, ça, je n'y crois plus. Or, je voudrais être optimiste comme vous, hein, parce que vous travaillez beaucoup. Moi, je sais que les médecins travaillent beaucoup, mais on travaille mal tous. Nous-mêmes, les femmes, on travaille mal, certainement. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Alors, vous avez posé 2 questions. Je vais répondre successivement. La première sur la santé mentale et la psychiatrie, la deuxième sur le rôle des patients. Alors, sur la psychiatrie, je disais en commençant, il se trouve que moi j'ai travaillé pendant, là aussi, 1 an et demi sur l'organisation des soins en psychiatrie. Donc c'est un rapport qu'on avait fait avec une psychiatre spécialiste d'épidémiologie, Viviane Coves, peut-être certains la connaissent, et on a constaté en effet que l'organisation des soins en psychiatrie était défaillante. Elle l'était, ça a commencé à bouger, et ça a bougé trop peu encore. En l'occurrence, on l'explique dans le rapport, on a beaucoup utilisé les travaux et à la fois des associations de patients qu'on a rencontrées et surtout des associations de parents de patients, le l'UNAFAM, qui a un travail très construit et très, très, très intéressant. Alors pourquoi, deuxième question, pourquoi je l'ai moins signalé pour les questions des déserts médicaux, c'est que c'est assez difficile de savoir quels sont les bons interlocuteurs en termes d'association de patients quand on parle de la médecine en général. Si vous avez curiosité, on a essayé de faire une typologie d'associations de patients. Il y a des associations très spécialisées pour les dialyses, il y a Redalou, il y a etc. Et puis il y a des associations qui font un peu du plaidoyer, comme 60 millions de consommateurs, etc. Donc, et les uns et les autres ont beaucoup de mal à avoir un point de vue global sur la santé. Là, il y a une fédération qui regroupe l'ensemble des patients. Ils ont complètement, ça me permettra de répondre à un troisième point, ils ont complètement collé leur pas sur la fédération des maisons de santé. Ils disent, et beaucoup de nos interlocuteurs nous disaient au début, soyez patients, quand on aura des maisons de santé partout, tout ira bien. Et moi j'en disais très bien, mais quelle est la différence en termes d'activité de patients traités entre une maison de santé et puis un cabinet de groupe, ou même un exercice individuel? Il y en a un peu, on l'explique dans le rapport, il y a un peu plus de partage des tâches, il y a un peu plus de prévention, il y a un peu plus, mais c'est tellement minime qu'on ne peut pas en attendre un bouleversement. Donc ça ne suffit pas. Et l'association Chapeau qui fédère l'ensemble des patients, c'est son seul discours possible parce que elle n'a pas de point de vue général. Elle peut dire il faut avoir plus d'argent, plus de prévention, etc. Mais autant une association spécialisée a une vraie valeur ajoutée, et en tout cas, nous, quand on travaille, quand on découvre un sujet, on est très respectueux de ce qu'ils font, autant pour aller dans un panorama aussi large et aussi général, je dois dire que on avait même commencé à avoir un comité d'accompagnement technique avec le président de France Asso Santé, donc c'est la fédération je lui ai dit, écoutez, je comprends que vous ayez du mal à avoir un point de vue fédérateur, mais ce que vous dites est pas très autonome, vous êtes à la remorque des grandes fédérations professionnelles, sauf que c'est pas les médecins, c'est l'exercice coordonné. Donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parlé, parce que c'est comme si on disait que pensent les usagers du service public. Les usagers du service public, il n'y en a pas. Il y a des usagers de tel et tel service public, de telle ou telle spécificité. Très bien. Non, je voulais revenir un peu. C'est vrai que je suis désolé d'avoir été peut-être inutilement simplificateur. J'ai essayé de prendre le contre-pied de ce qu'on dit souvent. Vous avez compris, moi, que c'est des questions que je trouve difficiles,
où longtemps, c'est vrai, l'État a été un petit peu intimidé par la complexité des choses. Il y a une double complexité, une complexité des métiers. Les professionnels expliquent peu. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient un peu perdu confiance dans l'expertise publique. Ils disaient, ça fait tellement de fois qu'on nous a donné notre avis, tellement de fois qu'il y a eu des plans, et tellement de fois qu'on a été déçus que... Et du coup, j'ai trouvé très intéressant, moi, d'aller voir des professionnels. On est allé en Dordogne, on est allé dans l'Aveyron, on est allé à Paris aussi, avec qui n'avaient en réalité jamais été questionnés sur leur pratique, et on a fait toute une série d'enquêtes. Et je pense que ce détour, j'ai été étonné parce que l'administration nous a dit, bon, on est intéressé par votre rapport, mais on serait très intéressé par l'ensemble des verbatim des réunions. Ça nous a un peu étonné, parce que finalement, ils avaient assez peu l'occasion de les questionner directement. Il y a tellement de couches intermédiaires qui déforment un petit peu, je crois, la variété et la capacité d'imagination dont les professionnels font preuve. Voilà. Donc, moi, je pense que la phase qui s'ouvre maintenant, quels que soient les essais-erreurs, va permettre, à mon avis, de progresser, parce que on a atteint l'insupportable. Et je pense que désormais, on devrait, dans les années qui viennent, avoir, je crois, une véritable évolution du système de santé en ville. Merci en tout cas de votre attention.